quelque part pour tenter leur chance auprès des étudiantes ou auprès des clientes, il y a etc., etc. Et donc on voit que effectivement cette vie nocturne, hein, eh bien, pour les filles, hein, c'est à leurs risques et périls. Et quand on avait, avec l'étudiante qui a fait sa thèse là-dessus, présenté le travail à la mairie de Bordeaux, les élus de Bordeaux, disaient, mais M. Raybaud, c'est pas notre boulot d'élu de favoriser que les filles s'éclatent dans la vie la nuit. Hein, je veux dire, c'est à leurs risques et périls. Et les élus ne considéraient pas que c'était leur responsabilité de protéger les filles de la fête. Hein, voilà. Donc là aussi, on voit bien comment ce regard sur femmes et hommes, que des garçons fassent la fête jusqu'à 5h du matin, qui vomissent dans la rue, qui fassent des graffes, ça fait partie, c'est turbulent, mais si les filles sont agressées, c'est leur responsabilité à elles. Vous voyez. Donc là aussi, on voit bien les limites de la prise en compte de ces inégalités femmes-hommes dans la vie. Alors là, on a au niveau du tramway, on fait du travail très méthodologique. On regardait la sortie du tramway, comment les femmes et les hommes utilisaient le quai. Hein, donc les hommes descendaient par un petit escalier qui passe devant des commerces ethniques, hein, c'est un quartier turc. Hein, et les femmes passaient toutes par en haut pour éviter ce quartier. Et puis de l'autre côté, alors c'est un endroit où on court, hein, où il y a beaucoup le long des quais de Bordeaux, qui est très agréable. Et là, c'était assez amusant, parce que moi, on a fait l'enquête. Les femmes qui couraient, qui faisaient du vélo ou du roller, hein, passaient toutes par-dessus le pont. Et les garçons passaient tous par-dessous le pont. Donc là, on voit aussi, en faisant l'éthologie des traces, comment finalement il y a des tracés dans la ville, et ces tracés ne sont jamais anodins. Et d'ailleurs, il suffit de faire cette observation pour qu'il y ait de l'éclairage sous le pont, voilà, et qu'il y ait aussi des équipements qui fassent que le passage sous le pont ne soit pas inquiétant, parce qu'il y a toujours aussi des groupes d'hommes qui traînaient sous ce pont. Voilà, donc il y a aussi toute cette réflexion méthodologique. En bas, un parc public, donc là, vous voyez, ici, c'est la zone des peurs urbaines, donc ça, c'est un parc qui est au centre-ville, où il y a beaucoup de circulation, qui est bien éclairé. Là, il y a un ancien château, ici, il y a une écurie qui a été transformée en centre de loisirs, un terrain de tennis, une salle polyvalente, et tout le monde aime bien ce coin, sauf que eh bien, il y a eu la construction d'un skatepark tout neuf, hein, et que là c'est devenu un lieu qui fixe des groupes de garçons, hein, avec des embrouilles, etc. Et donc du coup, la majorité de la population passe, donc les seuls qui y vont, c'est les filles qui sont avec les garçons qui viennent les faire du skate, et c'est considéré comme un lieu d'insécurité, comme le Blocos, qui est un ancien bunker allemand qui a été transformé en local de répétition, hein. Et donc là on voit bien qu'on a ces peurs nocturnes qui sont liées d'une part à des questions d'éclairage, et puis aussi il y a eu des équipements qui n'étaient pas nécessaires et en fait qui ont été créés et qui créent des lieux de fixation des garçons qui empêchent la mixité du parc. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est sur les circulations des femmes. Dans ce parc, il y a des femmes qui circulent, qui courent avec un chien, par contre, qui disent moi je cours avec mon chien, comme ça je me sens bien, voilà. Puis il y a aussi chez les joggeuses des écouteurs, hein, qui permettent d'éviter l'altercation. Quand on écoute, on n'a pas besoin de répondre aux personnes qui vous elles. Hein. Parce que si vous passez sans écouteurs devant un homme qui vous dit tu es belle, tu es mignonne, tu es mon 06, si vous ne répondez pas, vous êtes considéré comme une décheuse. Donc du coup, si vous avez un casque, vous pouvez ne pas avoir entendu la réflexion, hein, c'est une manière d'échapper. De même que les textos dans le tram servent à éviter les regards insistants des hommes. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont observées, qui montrent ces inégalités de relations entre femmes et hommes, et à quel point la ville et un mauvais urbanisme peut participer à les construire. Alors ces études, eh bien, on a continué sur le vélo, la marche, hein, donc on voit bien que dans une ville vertueuse, dont on aura supprimé totalement les voitures, hein, eh bien, on se retrouve dans des configurations très très compliquées pour les femmes. Hein. On le verra tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le vélo, qui est une pratique majoritairement masculine, 60% d'hommes, 40% de femmes, hein, il y a quand même beaucoup de femmes à vélo, mais toutes les femmes au deuxième enfant qu'on a interrogé, la quasi-totalité arrête de faire du vélo au deuxième enfant. Par contre, aucun des hommes interrogés n'arrête de faire du vélo au deuxième enfant. Vous voyez, donc on voit bien que le vélo, il y a cette discrimination. Il y a aussi le fait que pour beaucoup disent moi j'aime bien le vélo, mais pour aller au boulot, pour toutes celles pour qui le costume, le tailleur, les talons font partie du costume professionnel, c'est pas très pratique d'aller en vélo. Il y a aussi des questions toutes bêtes que les femmes n'osent pas avouer, comme l'histoire de coiffure. Hein, quand on a un brushing, mettre un casque, ça écrase les cheveux, ou bien le fait d'une femme qui dit moi je prends mon vélo, il pleut, j'arrive, je suis ruiné, mes collègues de bureau ils s'en fichent, je les donne un coup dans les cheveux, comme ça, moi je suis... Et donc il y a plein de choses comme ça qui font que la pratique du vélo, hein, on voit les empêchements à la pratique du vélo, non pas sur les 10% de la population qui fait déjà du vélo, mais sur l'accès au vélo de d'autres parties de la population.
On voit également aussi, et ça sur le vélo, que le fait que les petites filles fassent moins de sport que les garçons, eh bien, elles font de moins en moins de vélo dans la ville. Les garçons sont en bas avec leur BMX dans la cité, le BMX c'est le petit vélo acrobatique, et les filles font plus de vélo en ville, donc elles ont un déficit aussi là-dessus, sauf celles qui font partie de familles qui peuvent les emmener en vacances à l'Île-Dieu ou à l'île de Ré, mais ce n'est pas la majorité de la population parisienne. Alors, voilà, des travaux qui sont des travaux très constructifs, puisqu'elles parlent des empêchements des femmes à la pratique du vélo, et qui permettent de dire, oui, il faut, à ce moment-là, comme l'a fait la maison des Chirolles, ou ça se fait également à Paris, dans des maisons de quartier, eh bien, faire des stages de remise en selle pour des personnes, des femmes qui ont perdu la pratique du vélo, ou des femmes étrangères, des femmes qui se sentent maladroites et qui veulent reprendre une pratique, eh bien, faire des ateliers de remise en selle pour remettre les gens au vélo. Ça n'ira pas de soi, on ne peut pas considérer qu'en interdisant la voiture en ville, on va faire que tout le monde fait ça. Le tram, le bus, bon, les femmes le prennent plus que les hommes, mais bon, il y a ce problème des trams, des métros bondés, ou des RER bondés, des bus bondés. Et donc, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait davantage de transport de jour comme de nuit, de façon à ce qu'on puisse avoir un placement dans le métro. On le voit bien aux heures où il n'y a pas trop de monde dans les RER. Eh bien, c'est aussi des enquêtes qu'on a fait sur le classement. On cherche l'endroit où on ne va pas risquer d'eux, où on peut contrôler un peu la situation. Alors que quand on est obligé de rentrer dans une rame bondée avec 10 personnes qui rentrent derrière, et bien là, si on tombe sur un gars un peu crapuleux, je veux dire, on est coincé. Donc, il y a vraiment cette question des harcèlements et des agressions qui sont l'objet d'une campagne nationale. Alors, je pourrais parler du covoiturage, oui, je vous en prie. Juste, parce que moi je travaille dans une maternité, aussi que quand vous avez dit que le deuxième enfant, la femme, elle arrête de faire du vélo. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de tâches à remplir à la maison. Oui. Beaucoup. Et aussi son corps, c'est pas facile à être active après d'avoir les bébés. Après, c'est à suivre tout ça. Mais simplement qu'elle est fatiguée. Quand tu dis qu'à une femme qu'elle a déjà accouché, elle vient pour accoucher une autre fois, elle dit que c'est pas facile et c'est dur d'avoir le deuxième aussi. Enfin, d'avoir le deuxième qui est rapproché de premier. Dans ce cas-là, moi, j'estime que comme le corps, il n'est pas pareil. C'est pas lui qui a fait que l'homme, il peut pas accoucher. Et d'ailleurs, dans cette phase-là, que c'est très dur pour les mamans, son corps, il n'est pas... Il se met beaucoup de temps à être mieux pour faire encore de... Alors, c'est ce que je retrouve dans mes études sur le sport à Bordeaux, parce qu'on a fait des enquêtes aussi avec ma collègue sur le sport féminin. Et donc, on voit bien que les grossesses et les accouchements sont des périodes de décrochage du sport. Mais après, quelques mois, c'est terminé, mais il reste la charge mentale de l'enfant, l'approvisionnement. Et donc, ce décrochage, il est difficile de le rattraper après. Donc, c'est des périodes de décrochage, en fait. Comme on parle du décrochage des filles à l'entrée en sixième au moment de la puberté, il y a un décrochage des femmes au moment des grossesses. Mais par contre, j'ai rencontré à Metz la capitaine de l'équipe de Metz de handball, dont j'ai oublié le nom à l'instant, il faut absolument que je m'en souvienne, et qui raconte comment, à 24 ans, alors qu'elle est dans l'équipe de France, qu'elle est capitaine de Metz, elle pouffe le coup de foudre, elle a rencontré l'homme de sa vie, elle a dit, ouais, c'est lui, avec lui que j'ai envie d'avoir un enfant. Et donc, elle était enceinte, et elle est allée voir son entraîneur pour lui dire, mais voilà, je suis enceinte, et l'autre son entraîneur a trouvé pas clair, il a réuni toute l'équipe en disant, je vous avais dit, pas d'enfant, c'est pas possible, etc. Il a dit à la fille, tu ne reprendras pas la compétition, donc elle était obligée de faire appel au prud'homme et tout. Et comme c'était une compétitrice, elle a dit, en plus j'ai arrêté mon entraînement, donc j'ai pris tout de suite 35 ou 40 kilos, et après elle a eu son bébé, et tout de suite après elle a pris un coach, et elle est remontée au niveau, et elle est re-rentrée dans son équipe nationale, 4 mois après la naissance de son bébé, et elle est de nouveau en équipe de France. Donc on voit bien comment, finalement, ces décrochages qui sont liés à des modifications corporelles, en fait, c'est aussi des prétextes à décrocher les femmes du monde du sport, ou à décrocher... Et puis ce sont des occasions où, justement, il faudrait pouvoir revenir après par, une égalité, une pensée de l'égalité. Et donc ce sont des courtes périodes, finalement, dans la vie, mais qui, finalement, chez les sportifs professionnels, on trouve normal quand un footballeur a
une foulure ou un rugbyman se fait faire une prothèse de hanche, il arrête 6 mois et puis il reprend après progressivement. Vous voyez ? Donc là encore, on est sur des codes mentaux où on considère que finalement tout s'arrange tout le monde que les femmes décrochent de ce type d'activité quelque part. Hein. Sauf qu'après, on va leur reprocher de prendre la voiture pour accompagner les enfants à l'école, comme on va voir plus loin. Voilà. Alors, cette ville androcentrique, c'est-à-dire andro-homme, eh bien, elle montre une ville traditionnellement construite par et pour les hommes. Donc, on peut se poser des questions, je vous laisse lire, voilà. Voilà, donc on voit 3 ou 4 items. Elles sont finalement quelque part repoussées dans le care, dans la domesticité. Ensuite, elles sont soit à la maison comme esclaves domestiques, ça c'est vraiment le schéma classique du féminisme matérialiste, c'est-à-dire 2 possibilités pour les femmes dans la ville, soit être des proies sexuelles dans la ville, soit être des esclaves domestiques. C'est-à-dire que c'est les 2 places de la femme, objet sexuel ou esclave domestique. Donc ça, c'est un discours un peu radical, mais on le retrouve bien quand même dans cette architecture de la ville où si je suis une femme et que je sors le soir, je suis une proie sexuelle possiblement consentante. Et donc, finalement, c'est à mes risques et périls, et sinon, j'ai qu'à rester chez moi pour m'occuper des enfants pendant que monsieur fait du sport ou ses activités politiques, syndicales, professionnelles. Donc on voit bien quand même que cette loi, elle est très très forte quand même. Voilà. Alors, la persistance des agressions homophobes, donc là, je passe dessus. Donc après, j'ai interrogé ce qu'on appelle en ethnométhodologie la communauté des membres. C'est-à-dire, j'essaie de voir comment c'est possible que cette ville se reproduise. C'est-à-dire, je vais interroger des gens qui construisent la ville pour voir comment ils fonctionnent. Alors, je l'ai fait dans des conseils municipaux, mais j'ai fait vraiment une enquête méthodologique forte au niveau d'une opération qui s'appelle le Grenelle des mobilités, qui était une série de réunions publiques organisées par l'agence d'urbanisme. Donc, je vous laisse lire. Voilà, donc là, dans ces réunions, 75% des participants sont des hommes, 85% des animateurs d'ateliers sont des hommes, 100% des experts sont des hommes, 90% du temps de parole est occupé par les hommes. Les femmes qui évoquent leurs problèmes de famille nombreuses, de cumul de tâches, de peur la nuit, n'intéressent pas, font sourire. Si elles insistent, on leur dit qu'on ne peut pas traiter les cas particuliers, qu'il s'agit de sujets d'intérêt général. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas du préjugé, mais que c'est de la science, parce qu'il faut quand même que je trouve que c'est de la science. Donc j'ai écrit un long article de 30 ou 40 pages dans le genre Travail et Société qui détaille tout ça. J'ai un travail en plus de notes encore plus important. Voilà une vignette que j'ai pu faire. 26 juin 2012, 14-18 heures, atelier de synthèse, 91 participants, 69 hommes et 22 femmes, 5 hommes à la tribune, un président et 4 rapporteurs d'atelier, nombre d'interventions hommes 39, femmes 7, temps de parole moyen hors rapporteur homme 4 minutes, femmes 2 minutes et demie, elles parlent moins longtemps que les hommes, temps de parole homme 3h23, temps de parole femme 0h17. Et ça, personne ne s'en rend compte, vous voyez, s'il faut compter pour s'en rendre compte. Sinon, on a l'impression que les femmes ont parlé, etc. Alors, difficile de s'imposer. À 11 reprises, intervention sauvage, les hommes qui coupent la parole. Nous, les hommes, on n'attend pas la fin de la discussion, on intervient, ou alors on reprend la parole. Quand on a posé une question, l'orateur nous répond, et puis on répond encore. Voilà. Pendant que les femmes lèvent la main, et puis au bout d'un moment, elles baissent la main. À 5 reprises dans l'après-midi, les femmes lèvent la main, le président ne leur donne pas la parole. Donc là, c'est assez intéressant, ça se passe toujours comme ça. La discussion, les hommes ont armé leurs doigts pour lever la main le plus vite possible dès que l'expert ou l'intervenant est venu, et à partir du moment, la discussion s'engage dans un coin. Et donc le président va être polarisé par la discussion, il ne veut pas couper le cours de la discussion en disant « ouais, il y a du débat, c'est bien ». Et donc il ne voit pas la femme qui lève la main en bout, d'autant plus que les gens, il les connaît, il sait qu'il y a le président de la Chambre de commerce, il dit « tiens, celui-là, il sait que c'est l'association Vélocité ou je ne sais pas quoi, ou l'écologiste du service, ou bien l'homme qui représente les handicapés, parce que les représentants handicapés sont souvent des hommes, que c'est souvent des gens en fauteuil roulant et qui ont majoritairement des accidents de virilité, accidents de moto, de voiture, de sport. Donc c'est aussi, on a cet aspect-là, surtout sur la vie. Et donc là, on voit, ces femmes lèvent la main et finissent par dire bon, ça fait rien. À 15h27, une représentante de la Fédération de conseils parents d'élèves. Alors elle, c'est important parce qu'elle est là pour ça, pour défendre l'intérêt des parents. Elle a du savoir un peu comme des syndicalistes de la prise de parole. Elle fait une intervention sur l'accompagnement des enfants à l'école. 4 minutes brouhaha, personne n'écoute. Ça n'intéresse pas les gens. Vous voyez cette histoire, c'est une histoire de bonne femme. Le président lui demande d'abréger son propos car c'est l'heure de la pause. J'en ai plein comme ça. Hors propos, à 16h30, une femme parle des difficultés des femmes de milieu rural qui travaillent en ville. Donc ça, c'est ville de province.
On a des gens qui habitent à la campagne et qui viennent en ville et qui ont besoin de leur voiture. En plus, en général, elles déposent leurs enfants à l'école, elles vont à leur boulot, elles retournent faire la course, elles reprennent les enfants et elles rentrent à la maison. Le président l'interrompt en faisant remarquer que c'est hors propos. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme sur les mobilités urbaines. À 17h15, une femme parle des problèmes d'accompagnement des personnes âgées qui habitent près de chez elle. Un rapporteur d'atelier l'interrompt. On ne peut pas prendre en compte tous les cas particuliers, il s'agit de débattre de l'intérêt général. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois que les femmes parlent sur ce registre, on les renvoie à des affaires privées, un peu comme les étudiantes qui sont harcelées dans la ville, en disant bah, ça c'est votre affaire, vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur un malade. Hein. Mais là c'est pareil, on leur dit vos histoires d'enfants, c'est votre histoire privée. Hein. Quand une femme dit comment on fait quand on a 3 enfants dans 3 écoles différentes, hein, et qu'on a, voilà. Et il y en a à côté de moi, un gars qui est à côté de moi qui dit bah, on arrête de travailler. Voilà. Donc ça fait partie aussi. Par contre, quand les hommes prennent la parole, ils parlent de choses qui sont vraiment dans des cultures masculines communes, c'est-à-dire la technologie, la smart city, la ville intelligente, le Vélib, la ville hyper connectée, on trouve des applis pour trouver des voitures, la logistique, le véhicule non polluant. Hein. Donc ça, c'est vraiment des domaines d'hommes. Donc la ville durable, elle se construit dans un langage qui est un langage de technologie masculine. Et donc c'est là aussi où l'analyse du CARE nous permet de nous rendre compte que l'invisibilité, finalement, de toutes ces questions qui sont posées sur l'accompagnement. Et puis, il y a aussi du sexisme ordinaire. Par exemple, de temps en temps, dans ces réunions, des femmes prennent la parole parce qu'elles sont directeurs de service au conseil départemental ou à la mairie de Bordeaux et qu'elles s'occupent des schémas de transport urbain, qu'elles sont ingénieures. Mais en général, quand elles prennent leur parole sur les compétences, c'est arrivé beaucoup de fois, hein, plus que la moitié des fois, il y a très très souvent un homme qui reprend la parole derrière pour dire que c'est incomplet, qu'il y a des erreurs. Voilà, donc là aussi, hein, dès qu'une femme est sur le registre de compétences masculines, eh bien, dans ces sociétés qui sont très très masculines, eh bien, c'est assez mal perçu. Et donc là aussi, on voit bien qu'il est très difficile à la fois pour les femmes d'intervenir dans un lieu où elles sont minoritaires, hein, parce que c'est une prise de risque importante, que ce soit pour dire des choses qui ont rapport avec une condition féminine liée aux enfants, aux personnes âgées ou au care, ou même sur le plan technologique, parce qu'elles sont en compétition avec des hommes qui sont souvent plus solidaires entre eux que solidaires avec la femme de service. À moins qu'après elle ait un tempérament de combattante, hein, ça existe aussi, et qu'elle se soit socialisée pour être à la hauteur, et ça arrive aussi. Oui, parce qu'elle soit 7 fois plus. Enfin, il faut qu'elle ait une attitude surmasculine pour pouvoir s'imposer dans le. Oui, voilà, c'est ça, socialisée comme homme, c'est-à-dire que c'est la femme politique, la femme chef d'entreprise, etc. Et enfin, là, sur ce point de vue-là, le gouvernement actuel, avec ses ministres femmes, enfin jusqu'ici, a permis effectivement l'émergence d'une solidarité féminine au niveau du gouvernement, qui fait qu'il y a pu y avoir des choses qui se passent, et que justement, on a pu éviter quand même ce surcroît de masculinité des femmes politiques seules dans la politique. Vous voyez. Et ça, je pense que c'est important aussi, c'est ce que disent les collègues sociologues du travail. Quand une profession se féminise, ou quand une entreprise est moitié-moitié, eh bien, on a la possibilité pour les femmes d'avoir des comportements aussi plus masculins, mais aussi pour les hommes de dire ben, c'est l'heure de la sortie d'école, je vais chercher mes enfants ou je prends un temps partiel. Et on voit bien l'effet vertueux de la parité de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'effectivement, culture masculine et féminine peuvent se mixer, alors que quand on n'a qu'une minorité de femmes dans des entreprises, eh bien, elles sont tenues de masquer. Enfin, c'est ce que disent mes collègues sur la sociologie. Alors, ville carbone, post-carbone sous attitude, des contraintes supplémentaires pour les femmes. Hein. Ces discussions masculines peuvent être mises en relation avec des projets qui font consensus. Le Grenelle des mobilités vote, mais comme un seul homme, c'est le cas de le dire, la mesure phare qui consiste à dire aller à pied à l'école. Hein. Donc c'est l'avenir. Si on veut désembouteiller les villes, éviter la pollution, eh ben, il faut aller à pied à l'école. Voilà. Et en fait, c'est 75% des femmes qui accompagnent leurs enfants à l'école. Donc, utiliser le vélo, les 2 roues motorisées, donc là aussi, il faut être habile au vélo, et pour le 2 roues, enfin, on sait que c'est des masculines. Développer le covoiturage, je pourrais vous parler du covoiturage, parce qu'il y a une super étude sur les inégalités femmes-hommes dans le covoiturage. Et puis, alors ça, c'est des inventions géniales d'urbanisme, il y en a plein comme ça. Il y en a un qui dit, voilà, il faudrait optimiser les centres commerciaux périphériques comme parking, relais et concentration de services. Donc, vous voyez les immenses carrefours, là, eh bien, on les transforme en parking, on met un tram ou un métro, voilà, et puis on concentre les services, on met les écoles, les crèches, comme ça les usagers peuvent se garer, ils ne rentrent pas dans la ville en voiture, ils rentrent en
métro. Et puis au retour, les usagers toujours peuvent récupérer le linge au pressing, faire les courses, récupérer les enfants. Et là c'est les inventions d'hommes, vous voyez, c'est un peu la même idée que Moulinex libère la femme, c'est-à-dire qu'on invente des systèmes quoi, pour que les femmes ne se plaignent pas trop de la double journée. Quoi, en fait, hein. Et ça, c'est dit comme ça, mais personne n'y pense. On dit, oh, ça c'est une super bonne idée. Voilà. Hein, ça. Et alors, si on ne veut pas abandonner sa voiture, hein, ou si on ne veut pas plein de choses, eh bien, on n'a pas le choix, hein, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Il y a la pollution, il y a les embouteillages. Donc ça, c'est du coup, on a des espèces d'idéologies descendantes hein, qui empêchent, si une femme a envie de dire, moi je ne sais pas comment je ferais si je n'avais pas la voiture pour accompagner les enfants à l'école, et qu'après on lui donne des arguments comme le réchauffement climatique, et ben, c'est culpabilisant, hein, c'est anxiogène, enfin c'est des choses qui sont assez anxiogènes. Hein. Et alors c'est assez intéressant parce qu'aussi, là sur l'étude sur Bordeaux, on voit que les femmes sont 56% à prendre les transports en commun pour 44% des hommes. Mais la mesure que va décréter le modèle mobilité, c'est de supprimer la voiture pour aller à l'école. De même que écologie, on va supprimer l'éclairage de nuit. Hein, dans certaines villes, ça a été fait, mais on continue à éclairer les grands stades, etc. Vous voyez, donc, on voit bien quelque part qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'en tout cas, le fait de ne pas prendre en compte les modes de vie des femmes et des hommes empêche de voir ce que pourrait être une ville durable et qui serait d'ailleurs heureuse pour tous. Alors, après, il y a les idéologies masculines, hein, c'est les utopies, hein, la ville douce, la ville verte, la ville post-carbone, la sous-altitude, la ville où on peut flâner, avoir des loisirs, contempler, faire des rencontres. Hein. Donc là, on voit bien aussi ce regard